de ce sommet et à la fois du dîner, la séance de travail d'hier soir, et de celle qui nous a tenus occupés jusqu'à il y a quelques instants. Nous nous sommes réunis pour un sommet consacré aux relations entre l'Union européenne et les pays des Balkans occidentaux, qui a été précédé donc par un dîner de travail informel qui correspond à l'agenda des chefs d'État et de gouvernement tel que nous l'avons décidé il y a quelques mois. Hier soir a été une séance importante à mes yeux où nous avons évoqué l'agenda numérique européen et deux sujets d'actualité que sont l'Iran et le commerce. Ces sujets, j'ai eu l'occasion de le dire très clairement la semaine dernière à Aix-la-Chapelle, sont des tests de souveraineté pour l'Europe. C'est la question de savoir si nous pouvons avoir des choix souverains, des orientations stratégiques que nous décidons pour nous-mêmes sans dépendance aucune. Cette unité, cette force collective que j'appelais de mes voeux, je considère qu'elle a été fait l'objet d'un rendez-vous positif hier soir, puisque les positions qui ont été prises, tant sur l'Iran que sur le commerce, ont été des positions claires et fortes de l'Union européenne. Sur le commerce, nous avons été en effet très explicites. Aucune discussion approfondie ne peut avoir lieu avec les États-Unis en l'absence d'une exemption préalable et permanente de tarifs. Si les Américains veulent respecter les règles multilatérales et traiter les Européens comme leurs alliés, alors nous pouvons travailler ensemble à différents sujets, en particulier la réforme de l'OMC, la lutte contre les surcapacités, et des sujets que j'avais eu l'occasion, il y a quelques semaines, déjà d'évoquer. Sinon, l'Europe, dans le respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce, répliquera pour défendre ses intérêts. Et c'est en quelque sorte le même sujet, dans un contexte totalement différent, qui est posé avec l'Iran, celui de la souveraineté de l'Union européenne. Notre discussion d'hier a suivi un travail intense en format E3 avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, et la réunion organisée par Mme Mogherini avec les ministres des Affaires étrangères européens et iraniens. Nous avons collectivement confirmé la volonté européenne de préserver les bénéfices de l'accord, y compris pour l'Iran, signé en juillet 2015, et de protéger les intérêts légitimes de nos entreprises. Le choix européen est donc bien, d'une part, de confirmer notre maintien dans l'accord nucléaire de 2015, mais également, comme la France l'avait proposé en septembre 2017 aux Nations Unies, d'élargir la discussion au nucléaire après 2025, à l'activité balistique de l'Iran et à l'activité régionale de l'Iran, en particulier en Irak, en Syrie, au Yémen et au Liban. Ces sujets de discussion sont à venir. Nous avons d'ailleurs commencé à les évoquer au niveau des ministres, comme dans les deux échanges que j'ai eus avec le président Rouhani, et c'est sur cette base que l'Europe va continuer à avancer. C'est ce que nous avons acté hier. La Commission européenne a proposé plusieurs pistes d'action rapides, comme l'actualisation du règlement de 1996 dit de blocage, un soutien financier aux PME engagées en Iran et une action de soutien de la Banque européenne d'investissement, proposition que nous avons soutenue pour avancer rapidement et préserver ces pistes. Qui plus est, ces actions, non seulement ont un intérêt dans le contexte iranien, mais me paraissent être des actions indispensables pour construire pleinement une souveraineté économique et financière européenne qui reste aujourd'hui insuffisante à mes yeux. Et c'est très cohérent avec l'agenda que la France porte depuis un an, qui nous avait conduit à l'été dernier à avoir un dispositif de protection de nos intérêts et secteurs stratégiques. L'Europe doit être unie et forte dans les crises ou les tensions. Elle doit aussi poursuivre son agenda de réforme. Et sur le numérique et l'innovation, nous avons une discussion, je crois, extrêmement convergente, qui a pu s'appuyer sur une contribution commune franco-allemande remise il y a quelques semaines, qui a pu détailler plusieurs dispositifs européens, propositions de dispositifs européens de financement, en particulier de l'innovation de rupture. Cette proposition que j'avais poussée au discours de la Sorbonne en septembre dernier a fait l'objet donc d'un compromis franco-allemand et retrouve aujourd'hui le soutien de tous les États membres et le soutien de la Commission qui a décidé
pour préciser et mettre en œuvre justement de telles mesures, de commencer à proposer un dispositif expérimental dans le cadre budgétaire actuel, ce qui me paraît un très bon signal et une mesure tout à fait utile. Enfin, aujourd'hui, nous avons eu une longue discussion sur les Balkans occidentaux. Sur ce sujet, nous avons eu, jusque dans les dernières minutes, un échange extrêmement clair, extrêmement précis, avec l'ensemble des États, certains étant en procédure de négociation, d'autres y aspirant. Le cœur de la discussion s'est porté sur les sujets de connectivité et de sécurité. Et des projets très concrets que la France soutient, aussi bien en termes de développement de l'accessibilité numérique, de développement des infrastructures avec les Balkans, comme de développement d'initiatives très concrètes en termes de sécurisation des sociétés, de lutte contre la criminalité. Beaucoup de ces sujets ont fait l'objet d'un agenda commun signé aujourd'hui, qui est une étape importante avec l'ensemble des Balkans occidentaux, et seront développés en juillet prochain au sommet qui se tiendra à Londres avec les Balkans occidentaux, sur lesquels, lors duquel nous reviendrons sur plusieurs points. Je veux ici être très clair sur la position de la France à l'égard des Balkans occidentaux, position qui pour moi s'inscrit dans le projet européen plus largement porté par la France aujourd'hui, celle d'avoir une Europe à la fois plus souveraine et plus unie. Avoir une Europe plus souveraine suppose d'acter et d'assumer la perspective européenne des Balkans occidentaux. Les Balkans occidentaux correspondent à une région qui est enchâssée dans l'Union européenne actuelle, qui fait l'objet de multiples déstabilisations, pressions, et qui pourrait, par histoire, par pression, se tourner ou vers la Russie ou vers la Turquie. Je pense que ce serait mauvais pour l'Union européenne. Et donc notre intérêt comme notre responsabilité, et ce qui nous aidera à construire une véritable souveraineté européenne sur le plan géopolitique, c'est d'ancrer les Balkans occidentaux auprès de l'Union européenne, de le faire avec force et une clarté stratégique que nous avons aujourd'hui rappelée et que j'ai souhaité moi-même rappeler. Le deuxième point, c'est que ceci ne peut pas se faire aux dépens de l'unité et de la cohérence. Et ouvrir un nouveau processus d'élargissement aujourd'hui, sans condition aucune, ne serait pas sérieux. C'est pourquoi j'ai souhaité m'exprimer clairement sur ce point, en indiquant qu'il nous faut œuvrer en tenant compte des contraintes de chacun et avec beaucoup de clarté. Premier point, donner cette perspective européenne que j'évoquais et récompenser les dirigeants qui font des efforts et sont en train de transformer leur pays. Et on ne peut nier les efforts extrêmement importants faits ces dernières années, parfois ces derniers mois, par plusieurs pays. Je pense évidemment à la Serbie et au Monténégro qui sont dans le cadre d'une procédure qui a déjà été enclenchée de négociation, mais comme la Macédoine et l'Albanie qui y aspirent. Deuxième sujet, on ne peut aujourd'hui ouvrir de nouvelles négociations sans conditions, et il y a des sujets pointés par la Commission sur les questions migratoires, sur les questions de lutte contre la corruption qui doivent être encore améliorées avant l'ouverture formelle de négociations visant à l'adhésion. Et je crois que c'est une question de sérieux et c'est aussi ce que nous devons comme respect à l'égard des pays qui veulent rentrer dans cette procédure. Et donc oui, pour envoyer un signal d'encouragement à les soutenir, mais le faire avec des conditions claires qui seront à débattre lors du Conseil de juin. Enfin, je pense que ce processus ne peut et ne doit aboutir, en termes d'accession à justement l'adhésion à l'Union européenne pour les uns ou élargissement pour les autres, que si l'Union européenne se réforme au préalable. L'Union européenne a 28 aujourd'hui, 27 demain. Dans ses règles de fonctionnement actuelles, on le voit bien, ne sait plus prendre de décisions suffisamment stratégiques et fortes, hors sous la pression des événements. Si nous voulons avoir une Union européenne plus forte et plus unie, il nous faut aussi moderniser l'Union européenne et la zone euro. Et pour moi, c'est un préalable à toute adhésion supplémentaire. Dans l'entretemps, et c'est le sens de ce sommet, nous devons sans attendre renforcer nos coopérations concrètes, notamment en matière de sécurité, de connectivité, d'infrastructures. Et c'est sur cet agenda que je souhaite travailler
avec l'ensemble des pays membres de l'Union européenne vis-à-vis des Balkans et dans les relations bilatérales que nous avons avec chacun d'entre eux. C'est cette Europe cohérente, réformée, souveraine que je souhaite ici pouvoir porter. Voilà le cœur des discussions que nous avons eues entre hier soir et aujourd'hui. Je souhaite tout particulièrement, évidemment, remercier la présidence bulgare et le Premier ministre Boyko Borisov, non seulement pour l'organisation de ce sommet, mais pour la bonne organisation de ces débats et l'engagement que la présidence bulgare a eu depuis le début sur des sujets qui ont pu ainsi avancer. La discussion franche que nous avons eue aujourd'hui sur les Balkans en était une illustration, mais ce que nous sommes en train de finaliser sur les sujets migratoires, les sujets liés à la zone euro, ou ce que nous avons réussi à faire et à parachever ces dernières semaines, en particulier sur le travail détaché, doit beaucoup à la présidence bulgare que je tiens ici à remercier. Je vais maintenant répondre à vos questions. Господин президент на Франция, добър ден, вестник Труд, Биляна Веселинова. Преди малко премиерът Бойко Борисов потвърди пред нас, че по време на разговорите вие сте обсъдили важни теми за България, като Шенген и еврозоната. Без това да е разменна монета, но предвид факта, че оценявате високо и като историческо българското европредседателство, може ли да се ангажирате с по-конкретни дати, кога страната ни ще влезе в Шенген и кога е възможно да пристъпим към ЕРМ 2? Благодаря ви. Alors, nous avons parlé de plusieurs sujets importants pour la Bulgarie, sur lesquels je souhaite que nous puissions avancer, parce que c'est l'esprit de coopération que nous avons toujours eu avec le Premier ministre Borisov, et sur lesquels j'ai pris moi-même des engagements. Le premier sujet que nous avons évoqué, vous ne le rappelez pas, mais c'est le paquet mobilité, qui est un sujet extrêmement sensible en Bulgarie, et sur lequel je souhaite que nous puissions trouver dans les prochains mois un compromis. La France, sur ce point, a pris des engagements clairs. Nous avons souhaité une réforme en profondeur de la directive travail détaché. Je pense qu'elle était juste, elle était indispensable, et à ce titre, l'engagement de la Bulgarie a été important. Et nous avons en même temps dit que nous étions tout à fait favorables à la fixation de règles tenant compte des spécificités du secteur du transport routier. Et donc nous allons trouver ensemble dans les prochaines semaines, et je me fixe l'objectif de pouvoir le finaliser à horizon septembre, un accord équilibré pour justement assurer le bon fonctionnement du marché unique, une bonne protection sociale et une concurrence équitable en matière de transport. Et c'est pour moi septembre qui doit être notre objectif calendaire. Sur le sujet de Schengen, je l'ai déjà dit, beaucoup de travail a été fait, il est reconnu, et je veux ici saluer la qualité du travail de protection, en particulier aux frontières, conduit par la Bulgarie sous l'autorité du Premier ministre. Il y a des discussions techniques qui demeurent entre les ministres, et il y a aussi l'échéance de juin durant laquelle nous devons discuter du fonctionnement actuel de Schengen et Dublin. C'est pourquoi je pense qu'il ne serait pas responsable, ni bon, ni pour la Bulgarie, ni pour les membres actuels de Schengen, de se précipiter dans un engagement alors que nous sommes en train de vouloir en changer les règles. Je souhaite donc que nous puissions tenir l'engagement de calendrier que nous nous sommes fixés à nous-mêmes, qui est de réformer à mi-année Schengen, les règlements Dublin et tout ce qui est lié à la procédure de libre circulation des personnes et des règles migratoires, pour pouvoir, de manière apaisée, avoir un débat sur l'entrée ensuite de la Bulgarie dans cet espace. Je le fais en rappelant ici et en vous disant très clairement la reconnaissance que nous avons de la qualité du travail fait par la Bulgarie, qui clairement a pris ses responsabilités en la matière. Enfin, sur la zone euro, nous avons un mécanisme, le MCE, qui est l'antichambre de la zone euro. Si la Bulgarie remplit les critères, et il semble aujourd'hui que ce soit bien le cas et qu'elle remplisse les critères, la France souhaite qu'elle puisse rejoindre le MCE et que de manière simultanée, elle puisse entrer dans l'union bancaire
ce qui permettra la supervision du système bancaire bulgare de manière parfaite. Les travaux qui vont être menés dans les prochaines semaines avec la Banque centrale européenne et ses équipes sont dans ce cadre, pour moi, extrêmement importants. Et je souhaite que nous puissions donc avancer conformément aux règles. Aujourd'hui, il apparaît techniquement, vu de toutes celles et ceux qui ont fait des analyses, que les conditions sont remplies pour une entrée dans le MCE. Je souhaite simplement qu'elle soit concomitante avec une entrée dans l'union bancaire et que nous puissions être éclairés par les derniers échanges techniques qui seront faits avec la Banque centrale européenne. Bonjour, Laurence Benamou, agence France Presse, pour la presse française. Des grandes entreprises européennes, notamment Total, avertissent déjà qu'elles quitteront l'Iran si elles n'obtiennent pas des garanties, des dérogations américaines. Et dès à présent, l'Iran a répondu qu'une entreprise chinoise pouvait prendre la place de Total. Alors, comment l'Europe peut-elle aider, non pas seulement les PME, mais les grandes entreprises à rester en Iran? L'Europe pourrait-elle demander des dérogations au cas par cas? Et est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à la situation paradoxale que l'accord serait sauvé grâce aux entreprises russes et chinoises, mais que l'Europe verrait ces entreprises évincées d'Iran, ce qui, évidemment, serait pour elle une défaite? Merci. D'abord, je pense qu'il faut toujours être très prudent quand on parle de défaite ou de réussite. Il faut m'expliquer où est la réussite et où est la défaite en la matière. On a beaucoup commenté les positions de la France ces derniers mois. La France, elle a eu un mérite. Je crois que ce micro fonctionne, donc si vous parlez dedans, je vais vous entendre. Excuse me. Non, you're welcome. Je pense donc que la France a eu un mérite depuis le début de cette crise, c'est qu'elle a à chaque fois pris ses responsabilités, dit les choses et pris des initiatives. Et le pire des risques qu'on prend dans cet environnement, c'est de ne pas en prendre. Alors, savoir si quand on prend des initiatives, on réussit ou on échoue, quand ce sont des décisions des autres, c'est un peu baroque. Donc, en l'espèce, je considère avoir fait le maximum pour expliquer et essayer de convaincre que c'était une mauvaise idée de sortir du JCPOA. Je considère que la réussite de la diplomatie française ne se mesure pas à la capacité à décider pour autrui. Se mesure à la cohérence de la politique qu'on porte et à sa force. Donc, pour être très clair sur ce sujet, moi je considère que notre rôle, c'est d'assurer la stabilité et la paix dans cette région. Donc notre intérêt premier n'est pas un intérêt commercial ou d'entreprise, il n'est pas de prendre parti pour tel ou tel camp dans la région, il est d'assurer la stabilité. Et notre problème dans la région, il est que nous avions jusqu'à 2015 une puissance en voie de nucléarisation qui pouvait la déstabiliser, et nous avons une puissance, en espèce dans les deux cas l'Iran, qui menace la sécurité de certains de nos alliés, ce qui nous préoccupe, dont Israël, et une puissance qui a une hégémonie régionale. C'est un problème, on doit le regarder en face. Dans ce contexte-là, et au regard de nos objectifs, l'accord de 2015 est un bon accord, parce qu'il permet d'améliorer les choses, et il permet un meilleur contrôle de l'activité nucléaire de défense iranienne courante. Et il a d'ailleurs stoppé sa progression. Il faut bien le dire. Et tout ce qui a été révélé était antérieur à sa signature. Dès l'été 2017, j'ai très clairement dit que cet accord n'était pas suffisant, quoique la France en étant signataire, et qu'il fallait le compléter par un accord sur le post-2025 nucléaire, un accord sur le balistique, un accord sur le régional. C'est dans le discours que je tiens à l'Assemblée générale des Nations unies. J'ai essayé sur cette base de convaincre les Américains de changer de stratégie et d'élargir leurs discussions avec l'Iran. Nous n'avons pas réussi à le faire. Et c'est aussi pour cela qu'à Washington, vous m'avez entendu proposer l'ouverture d'un nouveau cadre de négociation. Nous en sommes là. Et je constate que sur cette position stratégique, l'Allemagne et l'Angleterre ont rejoint la France et l'ensemble des Européens sont aujourd'hui sur cette ligne. Dans ce contexte-là, stratégiquement, quel est notre intérêt? Nous, de rappeler que le JCPOA est une étape et donc de ne pas l'abandonner. Aussi, pour s'assurer que dans cette période de tension, l'Iran se conforme bien à une attitude plus respectueuse justement de cet accord et ne reprend pas ses activités nucléaires, et pour éviter toute escalade. Et donc, je vais vous faire comprendre une chose. Pour moi, le sujet, il est avant tout géopolitique et de stabilisation. Mais nous n'allons pas non plus
choisir entre un camp et l'autre. On ne va pas non plus devenir les alliés de l'Iran contre les États-Unis d'Amérique. Parfois, quand je lis les commentaires ou que j'entends les choses, on pourrait donner le sentiment que c'est ce qu'il faudrait faire. C'est une erreur absolue. Nous parlons à tout le monde et nous voulons construire ce cadre de confiance dans la région qui seul évitera l'escalade. Dans ce contexte-là, il y a les sujets économiques et commerciaux. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse donner toutes les garanties aux entreprises qui le souhaitent en Iran de poursuivre leur activité. C'est ce que nous avons discuté hier, nous en avons repris l'engagement et la Commission prend des dispositions pour ce faire. Mais avec deux limites. La première, nous n'allons pas enclencher une guerre stratégico-commerciale avec les États-Unis sur le cas de l'Iran. Donc je le redis très clairement, on ne va pas sanctionner ou contre-sanctionner des entreprises américaines pour répondre sur ce sujet-là. Ça n'aurait pas de sens, y compris géopolitiquement, par rapport à ce que nous voulons faire. Puisque l'objectif final est quand même d'avoir cet accord large et d'obtenir une signature américaine. Et la deuxième limite, c'est que nous n'allons pas contraindre des entreprises à rester. Et ça, c'est la réalité de la vie des affaires. Le président de la République française, il n'est pas le président directeur général de Total. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que les entreprises aient la garantie, par rapport à la pertinence du marché iranien, de rester ou pas. Mais après, le président directeur général de Total, il a un intérêt fiduciaire à défendre, les intérêts de son entreprise, et il va regarder, au vu de ce que le marché iranien lui apporte, la nature des risques qu'il prend par rapport à son marché américain, son marché saoudien et avec les autres puissances. Et ce serait une faute de la part du président de la République de l'obliger à faire autrement, et ce serait d'ailleurs intenable. Dès le début de l'accord signé par Total en Iran, il y avait un accord avec un partenaire chinois. Donc, pour être très clair, je considère que mon rôle est de préserver cet élément de souveraineté européenne sur le plan stratégique, d'assurer les règles qu'on a évoquées tout à l'heure, de poursuivre ce chemin et de construire la paix dans la région. Mais il faut que tout le monde sache raison garder. La responsabilité du président de la République française n'est pas de prendre la décision du président de la République américaine, ni de prendre la décision du président de Total. Ça ne marche pas comme ça dans la vie. Alors après, les conséquences indirectes de la décision américaine, si vous voulez mon analyse et ma conviction, c'est qu'elles vont favoriser la position russe et chinoise dans la région. Je vous le confirme. Est-ce que l'Europe a intérêt et peut agir aussi vite sur le plan commercial et économique dans la région? Non, pour une raison simple, c'est que nous sommes des partenaires de l'économie mondiale. Nous, regardez la réalité de l'économie française ou de l'économie européenne, nous avons un partenariat avec les États-Unis. Ils sont en désaccord sur ce sujet avec nous. Est-ce que pour autant il faut déchirer ce partenariat et dire nous allons avoir une stratégie à la russe ou à la chinoise dans le Moyen-Orient? C'est évidemment ridicule. Et il faut regarder les choses avec un peu plus de profondeur de champ et géographique et historique. Donc oui, à court terme, il se peut que ce soit les entreprises chinoises et russes qui, sur ce marché, soient avantagées. Mais moi, ma priorité, elle n'est pas commerciale et financière sur le marché iranien. Il faut être lucide. Elle est géopolitique, elle est d'éviter une escalade et elle est de tout faire pour aider à ouvrir l'économie et la société iranienne. Et c'est à ce titre aussi que je pense que le JCPOA allait dans le bon sens, parce qu'il permettait une ouverture. Et d'ailleurs, quand vous lisez les commentaires des Pasdaran ou des plus durs du régime iranien, ils étaient très hostiles à cet accord pour cette raison. Et c'est là aussi l'un des effets indirects de la décision américaine qui, à court terme, va aller dans le mauvais sens. Voilà, donc pour moi, la priorité, elle est vraiment géopolitique, stratégique. Elle est extrêmement cohérente depuis 1 an et elle consiste, on va passer par des moments de tension. Ils ne dépendent pas que de nous. Mais c'est la position que je tiendrai quand je verrai Vladimir Poutine la semaine prochaine. C'est celle que j'ai tenue à l'égard du ministre des Affaires étrangères chinois que j'ai vu à Paris hier. Et c'est celle que nous allons continuer à construire dans toute la région dans les prochains mois pour essayer de bâtir la paix. At your left, Mr. President, Radio K2, Bulgarian media, Iliana Banovska is my name. Très bien. Après, ce sera Monsieur Kouach. I will ask in Bulgarian. Бихте ли казал, господин президент, на кои партньори разчитате в сегашния парламент и Европейската комисия и на кои ще разчитате в бъдещите Европейски парламент и Европейска комисия, за да осъществите вашите политики? И къде е тук България
в вашите планове? И втори въпрос по отношение на днешната среща. Каква е оценката ви по шестовалната система? Защото знаете, че това е една от много важните мисии за нашият министър-председател Бойко Борисов. Да стане обединител на Балканите и мост между Европейския съюз и Турция. Благодаря ви. Alors, bon, sur le sujet des partenaires, vous savez, moi je suis pragmatique, je travaille avec toute la Commission et je travaille très bien avec la Commission. Je n'ai pas des alliés dans la Commission. Mon allié, c'est le président de la Commission et l'ensemble de ses commissaires. Et je ne peux que me féliciter de la qualité du travail que nous avons mené durant ces dernières années, qui sur les sujets de la défense, des intérêts stratégiques commerciaux, des sujets comme la position prise hier et les instruments mis à disposition, nous a permis d'avancer très concrètement. Donc pour moi, c'est la Commission qui est le partenaire de la France et je suis très satisfait de la qualité des discussions. Au Parlement européen, j'ai eu l'occasion de m'exprimer il y a quelques semaines. Je n'appartiens pas à un groupe politique aujourd'hui représenté, mais je porte une vision réformiste, progressiste de l'Europe, avec des ambitions exposées clairement dès le début de mon mandat, que je continue à non seulement mettre en œuvre, mais poussé dans l'agenda européen, et je continuerai à le faire sans relâche. Et moi, les partenaires dans le Parlement actuel sont l'ensemble des élus qui souhaitent s'inscrire dans ce projet de réforme et de transformation, sans aucune fermeture d'esprit. Il y a des gens qui se positionnent de manière totalement hostile. Une extrême droite qui est présente, il n'y a aucune chance qu'elle soit, elle, un partenaire. Pour les autres partis politiques constitués, je crois qu'il y a des points de convergence qui se sont manifestés lors de ma visite au Parlement européen, et je souhaite surtout qu'on ait un agenda bâti ensemble, et c'est dans cet esprit-là que je travaillerai avec le prochain Parlement et la prochaine Commission. Je crois que le rôle de la France aujourd'hui n'est pas d'essayer de chercher des alliances partisanes ou de choisir tel ou tel commissaire, c'est de construire l'alliance la plus large qui permette de bâtir le réformisme et le progressisme européen. Dans ce contexte-là, la relation que nous avons avec le Premier ministre Borisov est extrêmement importante. Je sais donc tout le poids stratégique qu'il met sur le sujet des Balkans et la Turquie. Sur le sujet des Balkans, je me suis exprimé dans mon propos introductif. Je souhaite que la France fasse beaucoup plus dans l'agenda d'ancrage, d'arrimage des Balkans occidentaux à l'Union européenne, sur les sujets concrets, mais je souhaite aussi qu'on soit beaucoup plus responsable sur les sujets politiques. Et je ne crois pas au processus où on ouvre des négociations qui durent 10 ans, où on explique aux gens on fait des négociations qui vont s'ouvrir, mais elles n'ont pas vocation à mener à l'adhésion. Par contre, je souhaite avoir sur le plan bilatéral et de ces discussions stratégiques une relation plus forte avec l'ensemble des pays qui aujourd'hui font des réformes courageuses et veulent avancer. Mais je pense qu'en termes de sécurité, en termes de migration, en termes de lutte contre la corruption et de finalisation de l'état de droit, il y a encore des conditions à renforcer. Mais moi, j'ai été aujourd'hui frappé aussi de voir des dirigeants des Balkans extrêmement responsables et volontaires dans leur agenda de réforme. Et donc la France sera sur ce sujet à leur côté pour les aider. Et donc, elle s'inscrit pleinement dans cette volonté d'arrimer les Balkans à l'Union européenne de manière positive. Sur la relation à la Turquie, nous avons des négociations en cours. Les choix faits par la Turquie ne permettent pas d'avancer sur ces négociations. Et je pense de manière durable. Moi, j'ai moi-même évoqué, en présence du président Erdogan en janvier dernier à Paris, le fait qu'à mes yeux, c'est un nouveau partenariat qu'il nous fallait définir, mais que la perspective n'était plus celle d'une adhésion à l'Union européenne. Et que, sur ce point, nous devons construire nos intérêts dans la région de manière responsable et cohérente avec la Turquie. Nous avons un intérêt conjoint sur les sujets migratoires, qui a été signé en 2015. Nous en avons sur les sujets stratégiques. Je parle de manière extrêmement régulière avec le président Erdogan sur le sujet syrien et plus largement toute la région. Nous avons aussi des désaccords d'intérêts, de valeurs. Notre attachement à l'état de droit, notre attachement à un sécularisme européen, à la laïcité pour la France, sont des points de désaccord profond avec le président Erdogan. Il faut aussi les regarder en face. Mais je considère que notre responsabilité en termes de souveraineté à l'égard de la Bulgarie et des Balkans, la Bulgarie en tant que pays membre de l'Union, les Balkans occidentaux selon les statuts qui sont en cours,
c'est protéger, associer et permettre de construire une histoire de long terme qui ancre à l'Europe. Bonjour Monsieur le Président, Mathieu Coache, BFM TV. Est-ce que la situation à Gaza a été évoquée pendant ce sommet? L'Europe n'est pas parvenue à une position commune jusqu'à présent. Alors est-ce que vous demandez à vos partenaires, comme vous l'avez fait, de condamner les violences qui ont fait plus de 50 morts lundi dernier? Nous avons évoqué ce sujet hier soir et sur ce point, je suis très clair. La France a en effet condamné ces actes odieux et ces victimes civiles qui ont été commis en particulier sur la journée de lundi, mais qui ont des réalités encore dans les dernières heures. De la même façon que la France a appelé à des manifestations pacifiques quand il devait y en avoir et a condamné avec beaucoup de fermeté tous les propos tenus par le Hamas et l'ensemble des mouvements qui ont mis en danger la sécurité d'Israël. La position française, elle est constante dans le temps sur ce sujet. Nous sommes favorables aux deux États, nous sommes favorables à la sécurisation et la stabilité des frontières définies par les peuples en présence. Et nous sommes attachés au respect de la dignité des personnes et à la sécurité d'Israël. C'est cet équilibre que nous tenons depuis le début. Et donc il n'y a aucune complaisance à l'égard de qui que ce soit, mais un attachement profond, en effet, au respect des vies humaines et de la sécurité d'Israël. Sur ce sujet, il y a un large consensus européen. Il n'y a pas eu d'expression encore formelle européenne sur le sujet, même si Mme Mogherini a eu l'occasion d'avoir une première expression totalement en ligne avec l'expression française. Et nous verrons en fonction de l'évolution des événements si l'Union européenne doit s'exprimer plus fortement sur le sujet. Et nous avons convenu que, s'il était nécessaire, nous nous réunirons à nouveau pour pouvoir acter d'une prise de parole commune. En l'espèce, les trois pays de l'E3, comme dit aujourd'hui, ont une position pleinement alignée. Господин президент, въпрос на български от BTV. Да кажете вашата лична позиция, готова ли е България за чакалнята на еврозоната и също така дали сте готови и на компромиси по пакета мобилност, тъй като знаете днес има протести на българските превозвачи. Благодаря. Alors je crois que j'ai répondu à cette question en fait. Ако може категорично да кажете дали сме готови вашата лична позиция. C'est-à-dire que comme j'ai déjà répondu à la question, je vais le dire de manière aussi catégorique. Je ne vais pas être ni plus catégorique ni moins catégorique. Sur le paquet mobilité, je ne vais pas revenir sur le détail, nous sommes en train de travailler, je souhaite qu'on trouve un compromis suivant les principes que j'ai rappelés tout à l'heure pour septembre. Et sur le sujet MCE2, je l'ai dit très clairement, je suis favorable à ce que, si les derniers examens faits par la Banque Centrale Européenne le montrent, et il semble aujourd'hui, au vu des analyses dont je dispose que ce soit le cas, si la Bulgarie remplit bien les conditions, qu'elle puisse rentrer dans MCE2 et l'Union bancaire. Dernière question. Bonjour Monsieur le Président, Valérie Le Rouge, France 2. Le prochain gouvernement italien sera sans aucun doute issu d'une coalition eurosceptique, anti-système, populiste. Comment pensez-vous composer avec ce nouveau gouvernement? Est-ce que ça ne risque pas d'entraver vos projets de réforme de l'Union européenne? Écoutez, d'abord, il faut prendre ce que les peuples décident. Et donc, il y a des systèmes démocratiques avec leurs règles. Ils font des réalités politiques. Nous devons les regarder en face et travailler avec les dirigeants qui en procèdent. Ensuite, je ne sais pas vous dire quelle sera la position de la France et comment nous travaillerons, parce que je ne sais pas vous dire quelles seront les positions du gouvernement qui n'est pas encore constitué. J'ai cru comprendre dans les premiers documents qui étaient sortis qu'il y avait des volontés de sortie de la zone euro, de politique migratoire très dure. J'ai ensuite lu qu'il y avait un démenti sur ces sujets. Donc je ne sais pas quelle est la position du futur gouvernement européen. J'ai en tout cas noté que le président Mattarella, dont je salue le rôle, la responsabilité et la force dans ce moment, a lui indiqué
que le gouvernement italien devrait travailler avec l'Europe et que c'était pour lui l'un des critères de constitution de ce gouvernement. Donc la seule chose sûre que je sais à ce stade, c'est que des forces disparates, hétérogènes, paradoxales, pourraient s'allier sur un projet dont je ne vois pas aujourd'hui les linéaments, mais que le président italien, qui est en charge de la stabilité du système et de la nomination, a indiqué qu'il serait attaché à ce qu'il y ait une stratégie européenne et une cohérence européenne. Donc, je ne pourrais vous répondre que quand j'aurai une pleine visibilité sur les choix faits, mais j'ai ces éléments de réalité, ces éléments de doute et un élément de confiance. En tout cas, la France fera comme elle a toujours fait, qui est de travailler au mieux avec notre voisin, partenaire et ami, parce que, je l'ai souvent dit, nos histoires et nos peuples dépassent les réalités politiques d'un moment. Nous avons toujours travaillé avec l'Italie, et donc je souhaite que nous puissions continuer ce travail. Moi, j'ai pendant 1 an mené un travail que j'ai beaucoup apprécié avec Paolo Gentiloni, dans un esprit toujours constructif, de grande responsabilité, et on a fait des choses qui paraissaient impossibles sur les sujets, par exemple, migratoires. Et on l'a fait en partenariat très étroit, qu'il s'agisse de l'Afrique, de la Libye ou de la gestion de nos frontières communes. Nous avons aussi conduit beaucoup d'avancées sur les sujets européens ensemble. Et nous avons lancé des initiatives bilatérales fortes comme le projet du Quirinal. Sur ces sujets, moi je souhaite que nous puissions ancrer nos 2 pays dans cette stratégie qui dépasse les conflits du moment. Mais vous avez raison, il y a une part d'incertitude, je ne sais simplement pas la lever à ce stade, parce que je ne sais pas dire qui sera en charge, ni sur quelle ligne, parce qu'ils ne l'ont pas encore clarifié. Une fois que tout cela a été dit, cela ne fait que renforcer ma détermination à mener et à poursuivre un projet européen. Nous avons un rendez-vous au mois de juin, qui est l'horizon que nous avons fixé avec la chancelière. Et j'attends beaucoup de la réponse allemande. La France a proposé, la France a réformé, puis la France a attendu. C'est un moment de vérité, l'été qui vient. Et donc, sur ce sujet, nous avons avec nos partenaires, mais d'abord dans cette relation importante et structurante, un moment de vérité. Nous aurons ensuite, autour de l'automne, sans doute une étape pour aller plus loin sur certains sujets qui n'auraient pas totalement abouti en juin. Et puis nous aurons le rendez-vous des élections européennes. Et donc c'est à ce moment-là aussi qu'il y aura une vérité du débat européen qui se mènera. Mais l'Europe n'avancera qu'en levant elle-même ses ambiguïtés et qu'en étant en capacité de dire sur quel projet on veut avancer, quelle forme d'Europe on veut construire sur les 5 à 10 ans à venir. Et l'Europe a su gérer à chaque fois au dernier moment, face au pire des crises, les décisions, mais elle montre depuis la sortie de crise qu'elle ne sait plus se reprojeter vers des projets d'ambition. C'est ce que je souhaite que nous arrivions à faire à partir de cet été. C'est en tout cas le sens du risque pris par la France de faire des propositions fortes à l'automne dernier. C'est ce que j'attends de l'Allemagne, c'est ce que j'attends de l'ensemble des partenaires. Et je crois que si nous avons cette force historique à nouveau, elle est plus forte que les doutes. Et vous savez, les populismes, les divisions, le sentiment anti-européen, ils progressent quand l'inaction ou l'incapacité à faire s'installe. Quand on se réunit pour ne rien décider, quand on est un système quasiment statique à gérer les frustrations, c'est impossible de donner de l'envie, de l'utopie, de la force de propulsion à l'idée européenne. Il faut être lucide. Donc que tous ceux qui aiment l'Europe décident, et puis demain pour les élections européennes, que tous ceux qui l'aiment proposent avec force. Et vous verrez que nos concitoyens se décideront. Ce doute que vous exprimez sur le sujet européen, c'est celui qu'on avait en France au moment de l'élection. Nous avons montré que c'était possible, dans un pays perclus de doutes, qui depuis 12 ans vivait dans une incertitude sur sa position par rapport à l'Europe. Nous l'avons porté, je l'ai porté dans la présidentielle, les parlementaires dans les élections législatives. Cette proposition, elle l'a emportée en France. Et donc je pense que partout en Europe, là où on sait porter de l'ambition européenne, de la force, on peut emporter de la conviction. J'ai vu les résultats des élections comme vous en Italie, et je regarde en même temps le soutien très fort que la population italienne continue à avoir à l'égard de l'idée européenne et de l'Europe. Ça montre bien que on attend quelque chose de nous.
Et donc il faut clarifier, prendre des risques et montrer qu'on veut une Europe qui protège et qui répond au quotidien des gens, mais aussi une Europe plus ambitieuse, plus souveraine, plus unie, plus démocratique. Ça suppose de prendre quelques risques. Moi, je suis prêt à le faire. Et je crois qu'on peut gagner cette bataille contre tous les doutes et contre tous les extrêmes. Et vous avez raison, c'est là aussi une bataille historique pour notre continent. Je mettrai toute mon énergie pour la mener et pour la gagner. Alors, on dira, selon tel sommet, c'est une victoire, c'est un échec. Le plus important, c'est qu'à la fin, on ait réussi à ramener ce rêve et ce projet européen au centre de la table. Et vous le voyez, tous les sujets qu'on a évoqués, puisque c'était la dernière question, montrent le moment que traverse notre pays pour la France et notre Europe. Je crois que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a jamais eu un moment qui a cette force et cette gravité historique, où nos alliances traditionnelles sont fragilisées, où la question de l'ordre mondial est reposée, où la question, pour la première fois avec cette force de la souveraineté européenne, y compris en matière de défense, et vous le verrez au prochain sommet de l'OTAN, est posée avec une telle force, et où la question de notre propre projet pour nous-mêmes, de nos solidarités internes, s'installe. Donc pour ceux qui en doutaient ou qui pensaient pouvoir y échapper, l'histoire est revenue et le temps des décisions est là. Je vous remercie beaucoup. Merci et bon retour pour ceux qui repartent et merci à nos amis bulgares pour leur accueil à nouveau. Merci beaucoup. I think. Ah,